Ravi de vous retrouver dans votre émission Ma famille, ma vie. Nous sommes lundi 18 novembre 2024 et nous sommes ensemble pendant une heure comme chaque lundi, mardi et mercredi de la semaine. Alors aujourd'hui, nous allons parler du développement du langage chez l'enfant. Donc du premier babillage aux premières phrases, chaque étape est un moment précieux dans le développement de nos petits. Aujourd'hui, nous allons explorer les différentes phases de l'apprentissage du langage, les facteurs qui influencent ce processus et comment les parents ont un rôle très important dans ce développement. Et pour en parler donc ce matin, bien entendu, vous pourrez déjà nous appeler au 021 23 98 91, donc c'est le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Et ce matin, donc pour parler de cette thématique, j'ai le plaisir de recevoir Farah Raisi. Bonjour, vous êtes psychologue. Bonjour madame. Merci d'être là. Merci à vous de m'accueillir. Et nous avons aussi Linda Work, donc vous êtes spécialiste orthophoniste en neuropsychologie. Voilà, neuropsychologue. Donc bonjour. Merci d'être là. Merci à vous. Bonjour. Voilà, d'avoir répondu présent. Merci à vous encore. Donc c'est un plaisir d'être ici parmi vous et avec la cancer psychologue aussi. Et un sujet passionnant. Voilà, donc ça sera pour la première partie de notre émission. Dans la deuxième partie, nous aurons Wided Agabi qui sera là pour nous parler donc des effets néfastes des écrans, peut-être néfastes et peut-être qu'il y a des bons côtés. Donc on verra avec elle tout ce qu'elle pourra nous dire donc sur les écrans et les enfants. Et nous aurons bien entendu Emel Laribi qui, elle, on va laisser une surprise. Donc on verra où est-ce qu'elle va nous amener et qu'est-ce qu'elle nous propose aujourd'hui. Donc pour la thématique de ce matin, donc j'ai dit le développement donc du langage, c'est l'enfant. Il faut savoir que ça commence très tôt, déjà dans le ventre de la maman. Donc quand c'est encore un petit fœtus, le fœtus est sensible à la voix de la maman et à toutes les voix, tous les bruits qui l'entourent. Et en fait tout ça, ça joue un rôle. Et on sait très bien que le développement de l'enfant donc s'effectue en plusieurs étapes. Quelles sont donc ces étapes du nourrisson jusqu'à à peu près, on va dire jusqu'à 5-6 ans? 5-6 ans. Alors, tout d'abord, vous avez bien... le développement commence dès qu'il est dans le ventre de la maman. Donc pendant la grossesse, le bébé il est important de lui parler, d'interagir avec lui. Ensuite, on va dire de zéro, de la naissance jusqu'à 3-4 mois, l'enfant, on a l'impression que l'enfant ne communique pas, qu'il est statique, qu'il est là. On doit lui donner que les premiers soins de la propreté et tout ce qui est nutrition, le nourrir. Mais cette étape est très importante. Alors, on a l'impression qu'il n'interagit pas, alors que c'est très important. Il interagit avec nous, mais d'une autre manière. Le langage, c'est plusieurs formes de langage. Il interagit avec nous avec un autre langage. Avec donc ça son commence sourire. Par les cris, d'abord, les cris, les pleurs, les pleurs, tout ça. C'est un premier langage oui, pour les bébés. Sourire, les cris, le sourire, les petits pleurs et tout, c'est la manière de communiquer avec nous. Après, on commence par des étapes où il gazouille. Et le gazouiller qui est une étape magnifique, c'est vraiment très agréable. Vraiment un vrai bonheur. Oui. Et c'est de là il commence à un peu découvrir une autre façon de communiquer, d'interagir. C'est un autre langage. Et le fait de répondre à ces gazouillers, par exemple, refaire le même son qu'il fait, et tout ça l'aide à encore s'exprimer. Et là, on rentre on interagit avec lui, en communication avec lui. On dit qu'il n'y a pas de communication, on ne peut pas ne pas communiquer. Donc c'est une communication non verbale. C'est une communication non verbale. Si, elle est verbale vu qu'on je veux dire, en fait, c'est pas encore avec des mots. C'est pas encore avec des mots, mais pour lui, c'est des mots. Et il est important de s'attarder sur ce point, car il prend des fois un peu de temps pour nous répondre. Même par exemple, on peut dire, la maman peut dire des mots, tu m'appelles, je suis là. C'est important d'interagir avec l'enfant. Donc il ne faut pas se dire comme quoi il ne comprend pas quand on lui parle. Il comprend. Après, à partir de 5-6 mois, il commence à comprendre, à connaître son nom. Quand on l'appelle, il tourne un peu sa tête et tout. Et il commence à faire... on commence à comprendre que là, c'est plus facile pour les mamans parce qu'on commence à comprendre que vraiment, il interagit avec ce bébé.
Ensuite, là, il va commencer à faire des sons, des syllabes comme bababa, le babillement. Le babillement, oui. Et c'est important de refaire avec lui bababa, mamama. Vous voyez tous les sons qu'il émet. Généralement, c'est ça. En fait, c'est comme si on lui répond, on incite à continuer, le stimuler. C'est beaucoup plus le gestuel. Et donc, on renforce sur le côté gestuel et ensuite, on renforce tout ce qui est verbal, les mimiques et tout. Et c'est par imitation qu'il apprend. Donc, il est très important de répéter derrière lui. Et surtout de corriger d'une manière, on va dire, de parler bien, pas le langage bébé, mais après pour avoir un bon un développement. Et après cette étape, l'enfant commence à avoir un peu de mots très simples. Et il commence à faire, j'aimerais dire que le développement du langage, c'est un ensemble de processus. On a tout ce qui est perception de l'espace, de l'environnement, il commence à découvrir tout ce qui est sensoriel et ça va l'aider à développer sa communication. Et de là, arriver à 6, 7 mois, 8 mois, il commence à avoir des petits mots. Les enfants... Donc, les petites syllabes, papa, maman, donc tous ces mots, tous ces petits syllabes qu'il arrive à prononcer, à répéter peut-être même aussi. Exactement. Et avec le mot, lui, il a l'impression de formuler une phrase avec le mot, parce qu'il y a l'intonation. Par exemple, si il est étonné, il va dire « Maman ». Comme ça. Et pour lui, il a fait ou il est triste. Pour lui, il a dit une phrase, il a communiqué, il est rentré en communication avec sa maman ou la personne. Il commence là à reconnaître les personnes, son frère, sa soeur, sa grand-mère, peut-être son papa et tout. Donc à 9 mois déjà, il commence à petit peu à reconnaître tous les membres. Il commence à reconnaître les membres de la famille. Et là, on arrive à 12 mois où il a des mots. Il a des mots exacts et dans notre culture, quand il dit des mots déformés, c'est très mignon et tout, alors qu'il ne faut pas faire ça, il faut bien lui expliquer que, voilà, prononcer bien prononcer, lui donner la bonne version et pas répéter avec lui la forme reformulée et voilà. Ce que je vous propose, c'est de regarder avec nous donc un sujet sur toujours la parole et le développement chez l'enfant. C'est un sujet signé Yasmine Chouer et on revient juste après, on continuera notre débat. Le langage est l'une des plus belles conquêtes de l'enfance. Un voyage qui commence bien avant les premiers mots. Dès la naissance, l'enfant est une véritable éponge des sons, des intonations et des émotions. Préparer l'enfant au langage, c'est lui offrir les clés pour comprendre, s'exprimer et se connecter au monde. Les premiers mois de la vie sont cruciaux. Les bébés n'ont pas encore de mots, mais ils sont déjà à l'écoute. Les sons, la mélodie des voix, les expressions du visage de leurs parents, tout contribue à poser les fondations du langage. Les interactions affectives sont essentielles. Lorsque les parents parlent doucement, chantonnent ou expliquent des gestes simples, ils offrent à l'enfant un modèle de communication. Les réponses au sourire, au gazouillis, aux pleurs sont autant de dialogues non-verbaux qui encouragent l'enfant à se sentir écouté et à exprimer ses besoins. Vers 6 mois, l'enfant commence à émettre des sons. Ce que l'on appelle le babillage, baba, dada, mama, sont bien plus que des jeux. Il représente ses premiers essais pour reproduire les sons qu'il entend autour de lui. Ici, la répétition est primordiale. Les parents, en répondant à ce babillage, renforcent la motivation de l'enfant à émettre des sons. Ils montrent que ces sons, même s'ils ne sont pas encore des mots, ont du sens et suscitent une réaction. Les livres et les comptines jouent aussi un rôle clé. En lisant des histoires ou en chantant, les parents exposent l'enfant à un vocabulaire riche et varié, lui font découvrir le rythme et la structure des phrases. Les comptines, avec leur musicalité, facilitent la mémorisation des mots et stimulent le développement auditif. Chaque moment passé à lire, à nommer des objets, à commenter les actions du quotidien, enrichit son univers linguistique.
Enfin, le jeu reste un outil puissant pour préparer l'enfant au langage. En jouant, l'enfant explore, imite et comprend des concepts de base comme dedans, dehors, haut, bas. Des jeux de rôle comme jouer au docteur ou au magasin lui permettent d'expérimenter le langage social, d'apprendre les règles de la conversation et de développer son imagination. Préparer un enfant au langage, c'est finalement lui offrir une relation riche en échanges, en attention et en bienveillance. Parler avec lui, l'écouter, lui raconter le monde, c'est semer les graines de la communication pour qu'il puisse à son tour exprimer ses pensées, ses émotions et grandir avec confiance dans ses mots. Voilà, de retour sur notre plateau. C'était un sujet signé Yasmine Chouir. Donc, on disait tout à l'heure que donc, tous ces babillements, tous ces premiers mots qu'il prononce, de temps en temps, très souvent, il prononce les mots à l'envers, donc ils sont un peu mal prononcés, mal formulés. Bon, c'est vrai que c'est mignon, mais en fait, on doit corriger. On doit corriger. Moi, je ne vais pas mentir. Hein. Ce que je faisais, c'est que je faisais répéter 2-3 fois. Alors, ça me faisait beaucoup rire, mais après, je corrigeais. Mais je lui mettais un petit temps comme ça, c'est tellement mignon. C'est bien, c'est pour renforcer le contact, pour attirer son attention et tout. D'abord, on se met, c'est-à-dire à son niveau. Ensuite, quand on y attire son attention, on prend son attention totale et on va corriger, on va prononcer, mais on ne doit pas demander à un petit enfant de répéter dès que le moment. Au contraire, on corrige sans insister trop. Et ça va devenir systématiquement. Donc avec le temps, il faut surtout pas insister. Genre, s'il ne le prononce pas bien, on passe à autre chose. Voilà, c'est très bien que ça va se régler. Il va se montrer plus résistant et je pense la psychologue est avec moi. Donc si on a un comportement résistant, c'est pas possible de passer le courant. Ça va amplifier un peu. Alors qu'on sait que l'enfant passe par des stades et il y a certains stades où il y a le non et tout et ça va lui faire vraiment plaisir de défier la maman alors que c'est un processus normal pour la construction de sa personnalité. Donc quels sont les facteurs qui peuvent influencer positivement ou même négativement l'apprentissage du langage chez l'enfant? Alors, tout ce qui est interaction avec l'environnement, ce qu'on disait, et pour moi, c'est le point le plus important qu'il y ait un environnement d'apprentissage bienveillant, sécurisant, où il y a la tolérance et tout. On peut aussi, tout ce qui est jeu de rôle, comme il disait dans le reportage, tout ce qui est jeu de rôle, tout ce qui est un peu pièce de théâtre avec les poupées, les figurines, les poupons et tout, et un peu faire les jeux de rôle, tout ce qui est cantine, chansonnette et tout, et ça va l'aider à se stimuler, ça va lui donner confiance en lui. Si on a un enfant qui n'a pas confiance en lui, dès qu'il se trompe ou on lui dit non, tu connais pas, on lui laisse pas la parole, même si c'est pas si on lui donne pas il va s'en faire un blocage. Un peu son image de soi va être détériorée et c'est ça, il faut être bienveillant, tolérant. C'est surtout beaucoup de bienveillance, de tolérance et de patience aussi. Voilà, exactement. Donc on rappelle le numéro de téléphone, vous pouvez nous appeler, donc vous partagez vos expériences donc dans l'apprentissage du langage, comment parler vos petits, est-ce qu'ils ont pris du temps, est-ce qu'il y a eu du retard, est-ce que aussi on va dire que certains de vos enfants sont plus précoces que d'autres, hein. Vous pouvez donc nous appeler au numéro 021 23 98 91, on attend vos appels. Donc chaque enfant est différent, chaque enfant a son propre rythme. Mais à quel moment on peut dire qu'il y a un retard de langage? À quel moment les parents doivent commencer à s'inquiéter? Alors, tout d'abord, il faut passer par la phase de développement de langage, comme elle a expliqué notre consoeur. Donc, si l'enfant, on voit qu'il y a un retard, s'il zappe, on va dire une étape parmi les étapes citées, là, on commence à s'inquiéter. Par exemple, la phase de babillage. C'est à partir, on va dire, à partir de 1 mois et demi. De nos jours, les enfants sont assez précoces. Ils sont de plus en plus précoces, effectivement. Voilà, donc c'est à partir. Avant, c'était à partir de 3 mois, 4 mois. Ça va, on va dire, le développement assez sain, assez, ils prennent leur temps à se développer assez calmement.
Donc là, on voit les bébés sont assez précoces. Donc à partir de, on va dire, 1 mois et demi, il y a le gazouillement, il y a l'interaction gestuelle, le contact oculaire avec la maman, avec le papa. Et il y a aussi le retour, le sourire. Le sourire aussi. Bah oui, il y a, donc, il y a les pleurs dans le besoin. Donc ça ne veut pas dire que les pleurs, on va dire que c'est un moment désagréable pour les parents, mais après, c'est une sorte de communication pour le bébé. Ça veut dire que l'enfant, le bébé est dans le besoin. Donc voilà, c'est une sorte de communication pour lui. Et puis voilà, donc on remarque chez notre bébé qu'il n'y a pas ce genre d'étape déjà installée chez lui. Là, on commence à s'inquiéter. Mais après, dans la phase de langage, quand on voit, on va dire à partir de l'âge de 3 ans, pour être assez... genre, on a donné assez de temps pour le petit. Si on voit que son lexique il est assez pauvre par rapport à son âge, là, c'est l'alerte et on commence la prise en charge. Mais on peut stimuler, on peut prendre en charge le petit bien avant. Voilà. D'accord, donc il y a une différence entre un retard de langage et les troubles de la parole. Le trouble de la parole. Tout à fait, il y a ce qu'on appelle le diagnostic différentiel. Donc le retard de langage, c'est un trouble de langage quand il n'y a pas assez de lexique assez riche pour le petit par rapport à son âge. Donc quand on fait la différence, par exemple à 3 ans, on va avoir minimum 30 mots jusqu'à 40 mots. Donc là, si on voit que son bagage il est assez pauvre, là c'est dans le profil de retard de langage. Par contre, le trouble de la parole, si le langage est là, le bagage lexical est assez riche, il y a un problème, soit l'imperfection de langage, c'est-à-dire trouble de l'articulation, par exemple, au lieu de dire spectacle, il dit pestacle. Pestacle, oui. Donc il y a là le problème de la reformulation de la phrase. Par exemple, le verbe est un infinitif. Par exemple, au lieu de dire maman je veux boire, maman boire. Donc il n'y a pas une reformulation totale, il n'y a pas la structure de la phrase, elle n'est pas assez complète. Donc c'est par rapport à ça. Et c'est là où on fait le diagnostic différentiel. Et après, la prise en charge de retard de langage est assez basique, on va dire. On commence de la base. Par contre, le trouble de la parole, on essaie de corriger la structure de la phrase, enrichir, corriger l'articulation. Et voilà, donc c'est pas assez lourd par rapport, on va dire, au retard de langage. Voilà. Très bien. Donc pour revenir un petit peu au développement du langage chez l'enfant, on a un petit peu tendance à un certain moment, une certaine étape, donc de dire un petit peu des mots de bébé, genre dodo, néné, des trucs comme ça. On peut le faire, mais une petite période, il faut savoir à quel moment s'arrêter. Est-ce que c'est important déjà de le faire? On doit le... C'est important de le faire car on va l'encourager. Il va encore, c'est les syllabes, c'est ça, il va bien apprendre à dire les syllabes, mais c'est à partir d'une année, il ne faut plus le faire, il faut tout de suite reformuler. Donc, utiliser un vocabulaire. Je rajoute juste un petit point, oui, bien sûr, si vous me permettez. Donc, elle a dit à partir d'une année, donc on essaye de copier. Au contraire, c'est là où on stimule encore plus, parce que c'est là où ça commence les mots. Donc, on essaye de capter son attention. Donc on a un très très bon contact, une très bonne attention, on va dire directe entre l'enfant, l'interlocuteur et le petit. Donc là, c'est vrai, on va imiter le mot parlé, voilà. Et surtout, c'est de corriger un moment avec. Donc et surtout ne pas insister. Donc sur le point. Il ne faut pas dire prendre un enfant, non, dit, au lieu de dire pestacle, dit spectacle, répète, spectacle, répète. En fait, non, ne pas insister. Voilà, il ne faut pas trop insister, il faut laisser l'enfant à son rythme. C'est juste on est en train de le suivre, de l'encadrer, quoi. Donc petit à petit, il va mémoriser, il viendra le jour où il va installer le mot assez correct, il faut respecter la phase du développement, on va dire naturel. À partir, on va dire jusqu'à 4 ans maximum, 5 ans, là il y a toujours l'imperfection de langage qui est installée chez lui. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a le trouble de l'articulation, ça veut dire que c'est un trouble, c'est un grand problème. On corrige, mais si ça persiste, là
on signale, on le prend chez la spécialiste ou le spécialiste et on gère le plus normal possible. D'accord. Est-ce que le bilinguisme serait par exemple un problème pour l'apprentissage ou au contraire ça peut être, on va dire, bénéfique? On apprend un enfant à parler avec la langue maternelle de la maman. Si elle est arabophone, elle parle en arabe. Si elle est kabyle, c'est bien. Parce qu'on ne transmet pas que des mots, on transmet l'émotion. Et c'est ce que je disais, l'enfant, s'il est en colère, il va dire une maman d'une manière ou autre. Mais intégrer une deuxième langue dès qu'il y a une base saine. Peut-être qu'elle va mieux expliquer, ma collègue orthophoniste, par rapport à l'âge. Moi, je leur dis, à partir de 2 ans, vous pouvez intégrer une deuxième langue. Alors que je trouve que c'est très jeune. C'est très tôt. C'est très tôt. Et peut-être ma collègue orthophoniste. Je rajoute oui, cas. Bien sûr. On complète notre vue quand on est dans le même domaine, donc on se complète. Du coup, je suis du même avis que notre conseillère. Et puis, le bilinguisme, c'est bien. Hein, c'est ce qu'on dit, on dit que là, comme on bien, un enfant qui parle de langue, mais tout d'abord, il faut commencer par la langue maternelle. Donc, si la langue maternelle est assez saine, le bagage lexical est bien installé, on peut envisager une deuxième langue. Par contre, si la langue maternelle est assez déséquilibrée, donc là, on essaye de renforcer déjà le lexique maternel. Ensuite, on passera au bilinguisme si vous voulez 2, 3, 4. L'enfant, donc, il a la capacité. Si par exemple les deux parents ne parlent pas la même langue, donc est-ce que chacun doit se restreindre à sa propre langue pour on va dire, pour l'équilibre de cet enfant? Justement, pour avoir cet équilibre, c'est déjà se mettre en accord entre couples, entre parents, et de choisir la langue maternelle parlée, la langue d'entourage. Si vous parlez kabyle, vous gardez kabyle. Si vous parlez français, c'est le français. C'est l'arabe, c'est l'arabe. Ensuite, quand on voit l'enfant, il réagit, il parle, et surtout, il comprend. Parce qu'avant de produire, c'est la compréhension. Donc, on voit que la compréhension est assez saine, bien installée, il comprend tout, que ce soit les consignes simples, les consignes complexes. Là, on passe à la production, on fait le côté lexique, on enrichit le lexique vocabulaire de l'enfant. Et quand il arrive à s'exprimer, là, on peut aller à la deuxième langue, que ce soit, je ne sais pas, par exemple, si la maman, elle parle arabe, le papa, il parle kabyle. Le premier contact, c'est maternel. C'est maternel, hein, c'est pour ça qu'on dit langue maternelle. On parle d'abord, c'est l'arabe. Ensuite, on va apprendre à le petit kabyle. L'enfant, on a ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, la fonction du cerveau. Oui. Donc, ça veut dire l'enfant, il a la capacité de parler jusqu'à 7 langues, 8 langues, quand le développement est bien installé, quand le développement est sain. Donc, on ne s'inquiète pas, on aura du temps. On aura du temps pour avoir plusieurs pouvoir introduire d'autres. Voilà. Donc surtout ne pas aller par exemple à essayer d'apprendre une langue qu'on ne maîtrise pas très très bien, que la maman, surtout la maman ne maîtrise pas bien, donc il vaut mieux éviter. Éviter quand il n'y a pas déjà la maman, elle exprime par exemple, elle ne parle pas anglais. Voilà, justement, il y a ça, il y a l'anglais aussi qui est en train d'être là. Justement, ça devient à la mode et tout, pour elle, c'est un besoin, elle doit parler anglais. On va dire oui, lui donner un petit peu de l'avance sur... Déjà, la maman, elle n'a pas un bagage quand même linguistique, donc elle impose cette langue chez le petit, donc c'est pas possible de passer la communication entre eux. Donc là, elle essaye de lui apprendre une langue qui n'est pas sa langue, ce n'est même pas son entourage. Par exemple, si ils habitent ici, par exemple, c'est dans l'entourage algérien, on parle algérien, oui. Hein, on parle arabe, on parle parfois français, on est aussi francophone qu'anglophone. Donc à l'école, ils apprennent l'anglais, les enfants. Donc là, elle oblige le petit à parler que anglais. Son entourage, c'est juste l'école qui parle anglais. Mais en rentrant chez lui, les voisins, l'entourage, la famille et tout, c'est l'arabe, c'est le français. Donc là, il y a un déséquilibre. Là, et l'enfant, il ne va pas se retrouver. D'accord ? Très bien. Donc on essaye de prendre en considération ce point. Donc éviter d'apprendre une langue qu'on ne maîtrise pas. Être surtout beaucoup à l'écoute des enfants, c'est vraiment, on va dire, la clé de la réussite pour un bon apprentissage de l'enfant. Lui consacrer beaucoup de temps, c'est important. Mettre, par exemple, on va dire dans l'emploi du temps de la maman, du temps de qualité. Hein. Franchement, ça peut être un temps court, mais de qualité pour rester avec le petit, par exemple.
est-ce qu'on peut les mettre, on va dire, un programme de télévision, bien entendu adapté à un enfant? Est-ce que c'est conseillé ou non? Je vous laisse la parole. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ça? Alors, si la maman peut éviter, c'est mieux qu'il interagisse avec son environnement. Comme Piaget a dit, l'enfant de 0 à 2 ans, il est sensoriel. Sensoriel, ça veut dire qu'il va toucher les choses, qu'il va un peu mettre la pagaille et tout. Si la maman veut, je vois beaucoup de mamans qui intègrent par exemple l'anglais, ils mettent des animés anglais, alors que c'est nocif par rapport à ce qu'elle disait. Voilà, justement, c'est ce qu'on disait. Donc, c'est vraiment pas bien par rapport à son bagage linguistique. Il n'y a personne qui va lui faire comprendre. Oui, il va comprendre quand il bouge, mais c'est pas bien. Déjà, lui mettre un programme avec la langue qu'il maîtrise. Et lui mettre, on voit que les dessins animés par rapport aux enfants, ils durent 2-3 minutes. Bon, peut-être un peu plus, mais on laisse un seul programme, ça veut dire un seul épisode. On ne laisse pas qu'il s'enchaîne plusieurs. Voilà, effectivement. Donc c'est pour ça que j'ai dit vraiment un laps de temps où il faut être présent, de préférence avec l'enfant. Voilà, exactement. Il faut être présent. Soit on est présent au moment, c'est le parfait. Sinon, on lui dit, ah, qu'est-ce que tu as vu? Raconte-moi, même s'il n'a pas le bagage lexical, mais on essaie de le faire parler autour de ce qui s'est passé. On le pousse à s'exprimer. À s'exprimer, voilà, à pousser. Voilà, et aussi, surtout sur le plan raisonnement. Hein, on pousse l'enfant à réfléchir, à penser, à faire son propre pensée. Donc, c'est plutôt sa propre pensée, donc son propre résumé. Donc, ah, tu as vu ça? Et pourquoi il l'a fait? Donc, on essaye de pousser sa curiosité aussi. Hein. Donc, tout ça, c'est une sorte de stimulation. Donc, on ne laisse pas l'enfant tout seul face à l'écran. Voilà. Tout au long, je ne sais pas, toute une journée, une durée de temps assez, on va dire, quand même importante. Hein. Justement, j'ai eu, on va dire, dans mon entourage, un problème comme ça similaire. Donc, c'était une personne qui mettait son enfant très longtemps devant la télévision. Donc, c'était tous les programmes aléatoirement. Et en fait, elle avait eu un retard de langage. Justement, voilà. C'est pour ça que je disais, c'est pas juste un retard de langage. Parfois, on a des parents, là où on a des parents qui disent au contraire, mon enfant, il a bien appris sa langue. C'était YouTube, c'était non, absolument, voilà. C'est pour ça que je disais un programme bien défini. C'est généralement des dessins animés. C'est des programmes où il y a l'interaction avec l'enfant. Donc, où il y a par exemple un dessin animé qui était très tendance il y a très longtemps. C'était Dora. Donc, qui faisait répéter l'enfant. Elle répète. Voilà, donc répète après moi. Il y avait une sorte éducative chez Dora par rapport aux autres dessins animés. Par rapport de nos jours, on voit des dessins animés assez violents. Parfois, ils ne parlent même pas. C'est juste des gestes, des techniques, tout à fait, tout ça. Des bêtises à faire, c'est tout. Et donc, on voit que les dessins animés, ce n'est pas des figures humaines. Ce n'est ni des figures animales, ni des figures imaginaires. Assez imaginaire et ça ne lui apprend rien. En plus, comme elle a dit, il ne parle pas. Un dessin animé, ils n'interagissent pas, ils bougent seulement. Et ça, c'est très mauvais. Ça peut troubler. Et le livre, par contre, je crois que le livre n'a que des bons côtés. Oui, bien sûr. Alors, quand il est petit, on va choisir des livres où il y a plus d'images, on va le laisser raconter, on va le laisser faire il y a même des livres sensoriels, un peu en tissu avec les textures et tout. Et le premier livre, c'est un livre où il n'y a pas de mots, où quasiment il y a quelques mots, où on laisse l'imaginaire de l'enfant travailler. C'est beaucoup plus les illustrations, les images, les couleurs pour attirer son attention. Après, s'il y a un mot, on essaye de faire la dénomination. Voilà. Donc, on identifie. C'est la compréhension, donc on se base sur ce plan-là. Donc là, par exemple, si je lui montre deux images, par exemple la pomme, la fraise, je dénomme la pomme et la fraise, et surtout j'identifie, je lui pousse à montrer la pomme. Par exemple, je lui dis, où est la pomme? Oui, la pomme rouge, oui, la pomme grande pomme. Donc là, je suis en train d'enrichir son vocabulaire sans lui faire, c'est-à-dire sans que ce soit vraiment dans le jeu, dans la bienveillance, la douceur. Voilà, dans la douceur. C'est un moment de plaisir entre son enfant, on profite. C'est beaucoup plus sur le côté émotionnel. Hein, c'est le plus important quand on développe l'intelligence émotionnelle à cet âge-là, c'est avoir de la confiance, l'affirmation de soi. Donc
que l'enfant est assez rassuré. Hein, madame. Donc, c'est ça le plus important. Et c'est ça un moment qui est bénéfique, qui est un moment de qualité. Elle peut rester avec son enfant qu'un petit moment, mais qui soit de qualité. Effectivement. Donc, moi, ce que j'avais tendance à faire, c'était... Franchement, c'était un moment que j'appréciais beaucoup. Donc, quand je rentre à la cuisine, c'est clair qu'on est appelé à être en cuisine, bien entendu, en ayant mis tout ce qui est sécurité pour l'enfant. Par exemple, avec les légumes. Donc, en même temps qu'on cuisine, qu'est-ce que c'est? En fait, montrer que ce soit les couleurs. Apprendre, c'est vraiment une super manière d'apprendre les couleurs, les noms aussi. Oui. Dans le bain aussi, même aussi, c'est sympathique. Qu'est-ce que sont les cheveux? C'est bénéfique, tout le moment. Si on est dans la voiture, les trajets, aux toilettes, dans la cuisine. La salle de bain, la douche aussi, c'est l'occasion pour nous apprendre tous les c'est l'occasion de renforcer et pousser l'enfant à parler. Donc il ne faut pas juste rester à table et prendre, et après les mamans vont dire j'ai pas assez de temps pour ça. En fait, il ne faut pas l'isoler, il faut essayer de l'intégrer au maximum. Il ne faut pas se limiter, bien au contraire, il faut profiter. Par exemple, si vous prenez votre enfant à l'école, profitez du trajet. Là, vous parlez, vous discutez, il y a par exemple on voit des arbres, on voit des animaux, on voit des choses d'entourage, quoi. On va les identifier, on va les nommer. Après, petit à petit, on va essayer d'installer avec le mot dans une phrase. Par exemple, ah tiens, voilà, hier, on a vu le petit chat gris qui était en dessous de la table, ou par exemple, en dessous de, je sais pas, le carton. Hein. Donc là, le lendemain, on essaie donc de donner plus, de développer encore plus nos langages, et ainsi de suite. Et là, c'est une sorte de communication. Et pas forcément, il ne faut pas attendre, et j'insiste sur ce point, quand les parents disent que je parle tout le temps, et le petit ne me répond pas. Non, il est en train, peut-être c'est son rythme, il est en train d'enregistrer, d'absorber, exactement. Donc la réaction, elle vient après. C'est selon le rythme de petit, comment son cerveau traite les informations. Donc, on donne du temps à ça. Il ne faut pas accélérer, il ne faut pas pousser et mettre de la pression chez le petit. Donc, il faut toujours respecter ça. D'accord? Donc, j'insiste sur ce point pour ne pas avoir... C'est important, voilà, de ne pas... C'est très, très important. Et surtout pour ne pas démotiver les parents. Voilà, donc rester motivé, trouver en fait le bon équilibre, c'est important de trouver, ne pas on va dire être dans le relâchement ou l'inattention, et pas aussi peut-être trop lui mettre de pression sur les épaules. Voilà, et respecter le rythme de l'enfant. Chaque enfant. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, est-ce que c'est une idée reçue? On dit toujours que les filles parlent beaucoup plus tôt que les garçons. Bon, c'est une hypothèse. Bon, mais une chose est sûre. On va essayer. Parlons scientifiquement. Voilà, scientifiquement. Alors, le cerveau de la fille est différent que le cerveau de l'enfant, du garçon. C'est tout à fait, c'est l'anatomie. Parlons anatomiquement, quoi. Donc, la fille, elle a beaucoup plus le côté émotionnel. Elle a la ratifa, ce qu'on appelle la ratifa. Elle est assez sensible, assez. Par contre, le garçon, il est assez logique. Donc, la fille, là. On va dire dès jeune âge, donc on va dire avant 5 ans, là c'est la course. La fille, elle a un développement assez, on va dire, rapide par rapport au garçon, que ce soit sur le plan psychomoteur ou sur le plan langagier et même cognitif. Donc les garçons sont plus dans l'action. Les garçons sont chuchotés, ils prennent leur temps, ils analysent, ils prennent vraiment. Voilà. Et bien sûr, ça rentre, ils sont plus physiques. Il faut dire que généralement, c'est pas une science exacte. Et après, vous connaissez la tortue, l'histoire de la tortue et le lapin. Ah oui. C'est pareil. Le lièvre et la tortue. Le lapin, c'est la fille, donc elle court et tout, et en premier et tout, et après la tortue, elle prend tout son temps. Mais la fin, qui va gagner, c'est la tortue. C'est la tortue. Bon, disons qu'il n'y a pas de gagnant. Il n'y a pas de gagnant, mais après, c'est presque pareil. Après, quand le garçon, il commence à faire son propre analyse, il va se rattraper. Et bien au contraire, il va se développer assez rapide, plus que la fille. Et puis voilà, donc c'est là où il y a la différence. Mais sinon, c'est le même développement standard sur tous les enfants. Voilà. Donc, dernier conseil, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux parents? Qu'ils soient attentifs à leurs enfants, qu'ils respectent
leur façon de faire, leur rythme, voilà, exactement. Et essayer de stimuler au max leur enfant et de ne pas leur mettre être bienveillant. Moi, je trouve que la bienveillance est la clé de tout. Alors, être bienveillant, accueillir ce qu'ils nous donnent et respecter leur rythme. Donc, un enfant heureux qui va à son rythme. À son rythme, même s'il y a des difficultés, il y a des spécialistes qui vont traiter, mais ne pas les comparer. Surtout la comparaison détruit les enfants. Justement. Ne pas comparer, ne pas parler devant eux, parce qu'on a l'impression, cette idée reçue que les enfants ne comprennent pas, mais il entend, ah, mon frère, il était meilleur que moi. Et ça, c'est des choses qui perturbent réellement l'enfant. En fait, ça peut vraiment être une réflexion vraiment anodine d'une maman, dire ah oui, elle a parlé plus tôt, ta sœur a parlé plus tôt, ta sœur a marché plus tôt. Et tout ça, nous, on le dit, on va dire d'une manière très spontanée, sauf que ça peut vraiment impacter bien sûr, quand on est petit. Un impact assez négatif, surtout sur le plan personnalité. Il va avoir un manque de confiance, un manque d'affirmation en soi, s'il hésitation, si l'enfant il est timide, il va se renfermer encore plus. Donc il y aura beaucoup de soucis de comportement. Voilà, comme j'ai dit avant, c'est qu'avec l'acquisition du langage, on acquiert le moi, on acquiert la personnalité et tout. Et si on est là derrière l'enfant à le comparer, à dire ah, normalement, j'ai lu que normalement tu fais ça et tout, ça va freiner les enfants. Et le rôle des parents, c'est pas de freiner l'enfant. Au contraire. Encore une dernière question. Il arrive un moment où les enfants posent beaucoup de questions. C'est et pourquoi? À chaque fois qu'on dit et pourquoi, et qu'est-ce que si, il faut être patient. Il faut leur accorder. C'est une période du pourquoi. Oui. Et il faut répondre. Et même si on n'a pas la réponse, on va lui dire tiens, on va prendre le dictionnaire ou faire une recherche sur Internet, on va découvrir. Et il y a le pourquoi qui se manifeste quand on achète un jouet à l'enfant, il le casse. Et c'est un peu le pourquoi. Pourquoi elle roule? Quel est le mécanisme? Pourquoi c'est comme ça? En fait, tout ça, c'est la curiosité naturelle. C'est la curiosité qui pousse le petit à faire. Voilà. Et un peu laisser la curiosité. C'est très important la curiosité pour qu'il découvre son entourage, découvre tout ce qui est environnement, et ça va l'aider à mieux évoluer. C'est un instinct. La curiosité est un instinct qui la curiosité n'est pas un vilain défaut, mais au contraire, quand on est petit, qui pousse le petit on va dire, à enrichir ses connaissances, à se développer et tout. Donc, on ne laisse jamais un point d'interrogation pour le petit. Donc, toujours donner une réponse. Voilà, il faut toujours donner une réponse simplifiée, avec son rythme, son niveau. Donc, on se met toujours, c'est l'adulte qui va se rabaisser, c'est pas l'enfant qui va. C'est l'adulte qui se met au niveau de l'enfant et pas l'inverse. On se met à leur niveau, on leur explique. Oui. On dit souvent qu'il faut parler, qu'il ne faut pas compliquer et tout. C'est juste qu'il faut utiliser les bons mots. On ne va pas utiliser des mots trop compliqués pour l'enfant pour qu'il comprenne ce qu'on est en train de lui expliquer. Voilà, merci beaucoup. Merci pour tous ces éclaircissements. J'espère que ça vous a apporté. Donc, merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Merci beaucoup. Et tout de suite, on va passer à la deuxième partie de l'émission et on revient juste après ces images.
De retour sur notre plateau, comme je vous l'avais annoncé, Dr Wided Agabi est là. Bonjour Wided. Bonjour Mariam. Merci. Bonjour nos chers téléspectateurs. En tout cas, je suis ravie de te recevoir comme à chaque fois. Merci, c'est réciproque. Et Amel Aribi, bonjour. Bonjour Mariam, ça va? Comment vas-tu? Très bien, merci. Alhamdoulilah. Tout à l'heure, je n'ai pas voulu dire à nos téléspectateurs de quoi tu allais nous parler. J'ai laissé la surprise. De tu vas belles nous images, parler de quoi? L'aurore boréale. Ah, super. C'est super. magnifique. Un phénomène naturel spectaculaire, magnifique. franchement. Très bien, très bien. Alors, tu nous feras voyager tout à l'heure. Amel. Quant à toi, Wided, aujourd'hui, tu vas t'intéresser aux dangers des écrans sur la santé des enfants. Oui, tout à fait. Donc, l'addiction numérique ou digitale. Donc, on parle rarement d'addiction chez les enfants. Oui, ben, oui. Est-ce qu'on va voir juste après le jingle. Est-ce qu'on peut dire addiction ou non? Jingle d'abord. Voilà, donc on parlait d'addiction, Oui. Difficile de s'en défaire, difficile de passer à côté de nos jours, mais ça reste quand même un réel danger. Oui, un véritable fléau, donc un problème que nous vivons tous, mais ça représente un danger pour notre santé à tous, mais beaucoup plus sur la santé des enfants. Donc, les jeunes maintenant, ils sont exposés à ce risque tout le temps, malheureusement. Donc, soit à la maison avec les parents ou parfois même quand ils sont en garderie, en crèche, chez les grands-parents par exemple. Et ça donne des répercussions très très graves sur leur développement psychomoteur. Donc le développement psychomoteur commence déjà dès la naissance. Oui. Les enfants commencent chaque mois, on a des acquisitions. Donc l'enfant va acquérir des choses sur le plan moteur et sur le plan psychologique. Il va commencer à interagir avec nous petit à petit. Et on va le remarquer tout au long surtout les 2 premières années. Oui. Et par la suite, donc, il y aura un autre développement, une autre croissance. Justement, c'était la thématique de ce matin, donc l'acquisition du langage chez l'enfant. Donc les 2 premières années sont réellement cruciales. Tout à fait. Donc cette exposition, cette surexposition aux écrans, elle altère le développement psychomoteur. Donc par rapport à le côté moteur, on a une atteinte de la motricité fine. C'est des enfants qui auront un problème pour le développement ou de l'apprentissage de la pince pouce-index, c'est-à-dire ils auront un problème à tenir les objets. Oui, les Donc, objets en général. Justement, à l'âge scolaire, le stylo, ils auront des problèmes à écrire, à tenir le stylo, le crayon. Donc, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus à l'école des enfants qui n'écrivent pas les leçons, des mamans qui sont perdu l'habitude Oui. d'écrire. Oui. C'est juste, En fait, ils n'ont même pas eu, je crois, Voilà, cette habitude d'écrire. Ouais. Donc, ils tiennent le téléphone avec la main ouverte et quand ils scrollent, ils n'utilisent qu'un seul doigt. Donc, cette pince, ils ne l'utilisent pas du tout. Donc ça, c'est un problème. Et puis, sur le plan moteur, d'une manière globale, c'est des enfants qui ne courent pas, qui ne grimpent pas, donc qui sont tout le temps face à l'écran, sédentaires. Et le problème de sédentarité, avant, on le voyait chez les vieux, chez les personnes âgées. Oui. Maintenant, c'est chez les jeunes et c'est très grave parce qu'avec cette sédentarité, il y aura tous les facteurs de risque cardiovasculaire qui vont suivre, notamment l'obésité, le syndrome métabolique. L'activité sportive. Oui, ils ne bougent pas du tout. Il n'y a pas d'activité physique, même pas une activité sportive. C'est-à-dire qu'ils ne bougent pas du tout. Ils sont là toute la journée. Donc, face à un écran, le matin, ils partent à l'école en voiture. Toute la journée assis sur une chaise et le soir aussi, pareil, ils rentrent à la maison en voiture, directement les écrans. Oui. Donc c'est très dangereux pour leur santé et c'est là où donc justement il faut agir par rapport aux écrans. Il faut essayer de changer cette mauvaise habitude. Donc commençons par nous-mêmes déjà. Oui, voilà. On devrait déjà servir d'exemple, qu'on le veuille ou non. Oui. Voilà, donc, Et aussi, ces écrans, ils ont un impact très nocif pour le cerveau des enfants. Les enfants, ils vivent dans un milieu extérieur, ils doivent l'explorer, ils doivent interagir avec ce milieu extérieur. Et quand ils sont face aux écrans, il y a une coupure avec ce milieu extérieur. C'est des enfants qui ne communiquent pas. Ils sont dans leur monde. Oui, dans une bulle. Ouais. Ils auront plus tard un problème dans la sociabilisation, donc dans leurs relations personnelles ou avec la société en général, dans le travail de groupe par exemple. Ils n'ont pas été en contact avec les autres enfants ou ils n'ont pas fait d'activité avec les autres enfants, donc ils auront du mal à travailler en groupe par exemple. Et puis leur personnalité, donc ils auront des problèmes
sur le plan personnalité, aussi sur le plan psychologique. Psychologique. Tout à fait. Donc, c'est des enfants qui ne vont pas échanger. Ils savent pas. Par exemple, un enfant, il est face à un écran. C'est vrai qu'il y a une communication. Il y a la personne qui est dans l'écran, elle communique. Mais il n'y a pas cet échange. Lui, il ne communique pas. Donc, par exemple, une personne face à lui, il va communiquer avec elle. Il va déjà voir tout ce qui est gestuel, tout ce qui est mimique. Voilà. Et puis, aussi, donc, il va apprendre dans l'échange, voilà, le tour de rôle dans l'échange. Justement, ce qui est très important aussi. Donc ça s'apprend. C'est dans la même phase d'apprentissage du langage. C'est à quel moment prendre la parole, à quel moment écouter l'autre aussi. Exactement, oui. Donc ça, c'est très important. Et puis aussi, quand un enfant il est face à l'écran, il y a des mamans qui disent « mon enfant, il est concentré ». En fait, il n'est pas concentré, il est absorbé par l'écran. Plutôt, oui. Il est hypnotisé carrément, donc il est en coupure complète donc, du milieu extérieur. Et c'est très mauvais parce que là, le cerveau, il pense pas du tout. Quand il est face à cet écran, son cerveau, il arrête de penser, donc il arrête d'explorer, d'imaginer. Donc, c'est pas un risque d'autisme oui, il y a des traits d'autisme qui commencent par la surexposition aux écrans. Heureusement qu'on peut rattraper après l'arrêt de l'exposition aux écrans si on aperçoit les choses au bon moment. Donc ça, c'est très important d'observer son enfant et de savoir comment gérer cette exposition aux écrans. Donc déjà, les gens qui n'ont jamais exposé leur enfant aux écrans, il y a une manière de les exposer, à quel âge il faut commencer à le faire. Mais si ça a déjà été fait et qu'ils sont dans la surexposition, comment rattraper les choses. Donc ça, c'est très important pour les parents. Et aussi, donc, les enfants, quand ils sont face à l'écran, surtout au moment des repas, donc ils ne vont pas savoir ce qu'ils sont en train de manger, ni le goût, ni la notion du plaisir au moment quand on mange. Donc, d'ailleurs, les mamans, elles sont contentes, elles vont dire oui, il a tout mangé. Ah oui. Voilà. Mais bon, ça ne marche pas avec tout le monde. Il y en a même malgré ça, ils sont très regardants sur leur assiette. Ouais, donc c'est bien d'explorer ce qu'ils mangent. L'enfant, il doit reconnaître ce qu'il mange. Donc voir les couleurs, apprécier les textures. Les formes, les textures. Voilà, toucher parfois aussi. Et c'est un moment aussi de communiquer. Donc on communique avec lui. Lui, il est en train d'explorer, de reconnaître les goûts aussi et justement d'avoir cette sensation de plaisir quand on mange. Voilà. Ça peut aussi créer de l'agressivité chez les adolescents, la surexposition aux écrans. Oui, tout à fait. Donc cette colère, surtout quand les parents ils vont interdire les écrans, parfois cette colère n'est pas toujours en rapport avec cette addiction. Parfois c'est cette surexposition, toute cette énergie, la rapidité des images, donc toute cette exposition sensorielle que reçoit l'enfant va par la suite, quand on arrête l'exposition à l'écran, il va l'exprimer, il va faire une décharge émotionnelle, décharge d'énergie. Donc tout ça, c'est en rapport avec l'exposition à l'écran lui-même. Sans compter aussi le manque de concentration, où pratiquement, ça devient pratiquement impossible pour eux de se concentrer. Tout à fait, donc de se concentrer, de l'attention. Donc on n'arrive pas à attirer l'attention de notre enfant. Donc tout ça, c'est en rapport avec l'exposition des écrans. Et puis on peut, par exemple, le matin, en fait, la période de l'enfance, c'est une période où on va forger la personnalité de notre enfant. Donc plus tard, il sera un adulte. Donc on va le préparer pour cet âge où il sera en contact avec toute une société. Exactement. Donc cette période-là, elle est cruciale. L'enfant doit apprendre par exemple la patience. Le matin, au lieu d'exposer l'enfant aux écrans, donc les mamans quand elles préparent son enfant le matin, et puis quand elle veut se préparer, elle le met face à un écran. Au contraire, il faut l'occuper, lui apprendre la patience, à attendre sa maman, et ça c'est très important au lieu de l'exposer à l'écran. Et tout ça, ça a des répercussions au niveau scolaire pour les enfants aussi. Oui, tout à fait. L'apprentissage scolaire, donc la mémoire et l'apprentissage scolaire, les deux sont touchés à cause des écrans. Donc au contraire, on doit laisser l'enfant à développer et à découvrir tout le monde. Tout ça, ça va, on va dire, ça va lui permettre de se développer sur le plan intellectuel aussi. Le laisser poser des questions, le laisser toucher, donc le laisser découvrir, tout ça, c'est important pour sa santé mentale,
et la santé du cerveau. Voilà. Son développement. Très bien. Il y a aussi tous ces programmes que l'on voit, donc c'est des programmes de plus en plus courts. C'est pour ça que je dis parler de patience. En fait, de nos jours, pratiquement les enfants sont pratiquement incapables de regarder un film parce que pour eux c'est trop long. Oui. Habitués à des programmes plus rapides, plus courts. Oui, tout à fait. Donc justement, c'est ce qu'il faut, ce qu'on conseille aux parents, c'est que déjà éviter exposition aux écrans avant l'âge de 3 ans. Et puis à partir de l'âge de 3 ans, donc entre 3 ans et 4 ans, exposer l'enfant aux écrans, mais avec une période donc limitée, inférieure d'1 heure. Il faut fixer l'heure là où on autorise à l'enfant de regarder par exemple la télé ou un smartphone ou une tablette par exemple. Et aussi, il faut privilégier des programmes où c'est interactif, c'est-à-dire que c'est pas par exemple les dessins animés, tout à fait, oui, éducatifs de qualité. Oui, les dessins animés là où il y a juste comme ça, il n'y a pas d'interaction, c'est carrément à déconseiller, à bannir, à fortement bannir. Être à côté de son enfant pour l'aider ou pour lui poser des questions, pour interagir avec ce qu'il est en train de regarder, essayer de le stimuler un petit peu. Donc et aussi à partir de l'âge de 5 ans, donc entre 5 et 9 ans, il faut autoriser l'utilisation des écrans, mais en étant à côté, superviser cette autorisation, toujours limiter le temps et aussi, donc, à partir de l'âge de 9 ans, le préparer pour ce monde. Après, il y aura l'adolescence, donc essayer de le protéger des personnes malveillantes qui existent actuellement derrière les écrans. Derrière les écrans. Voilà. Et je sais que le danger est réellement présent. Exactement. Voilà, donc merci Vided. Maintenant, c'est le moment de partir en voyage avec Amel Larivi. Ça y est, j'ai préparé mes valises. C'est bon? Ça y est, ouais. On y va, on décolle. Donc, le temps d'une évasion, on s'évade avec toi, Amel. C'est l'aurore boréale. Qui ne connaît pas l'aurore boréale? Oui. Vous connaissez l'aurore boréale ou non? Je ne l'ai pas vue pour, comme on dit, devant moi. Je vous rassure, moi non plus. Donc, c'est un phénomène lumineux qu'on voit dans l'hémisphère nord, mais le même phénomène se produit aussi dans l'hémisphère sud. Par contre, on l'appelle aurore australe. Donc, comment ça se passe? Donc, comme vous savez, on a déjà fait l'éruption solaire, on en a déjà parlé. Quand il y a une éruption solaire, eh bien, le Soleil, il éjecte des particules chargées électriquement de protons et d'électrons. Et c'est, voilà, comme on peut le voir ici. Et comme vous savez, la Terre, elle est entourée d'un bouclier protecteur appelé magnétosphère. Eh bien, ce bouclier, eh bien, il entoure complètement notre Terre. Par contre, il y a une mince couche au niveau des 2 pôles et ces particules chargées d'électrons, eh bien, elles se rencontrent vers ces pôles-là et elles rencontrent aussi des atomes dans la haute atmosphère. Et quand il y a collision entre ces particules chargées d'électrons, de protons, également les gaz qui se trouvent dans l'atmosphère, eh bien ces collisions... Eh bien, Amel, ça donne ça. Voilà. Et bien, ces collisions génèrent de minuscules éclats lumineux qui emplissent le ciel, donc on le voit bien dans la photo, et on voit ce voile, ce voile coloré. Coloré, là on l'a vu, c'était l'aurore vert. Voilà. Mais on a l'impression que l'aurore danse dans le ciel. Voilà, il y a plusieurs couleurs, il y a le vert, il y a le violet, un peu de rose aussi. De rosé aussi, oui. Exactement. Un peu comme les couleurs de l'arc-en-ciel, un petit peu? Presque. Donc ce spectacle peut durer 15 à 30 minutes et même parfois quelques heures, si on a de la chance. Il faut que le ciel soit clair et sombre. Et oui, et on peut voir ce phénomène fin juillet, début jusqu'au mois d'avril, et c'est la saison propice pour voir ce phénomène, et aussi entre 23h et 2h du matin. Et entre 23h et 2h du matin. D'accord, voilà. Très bien. Donc il ne faut pas être un couche-tôt. Hein. Du tout. Non, alors tu mets un réveil. Il faut bien scruter le ciel. C'est clair. Exact, voilà. Et les destinations vraiment meilleures pour voir ce beau spectacle, eh bien, on a la Norvège, la Suède, il y a aussi l'Islande, la Finlande, il y a l'Écosse.
des Royaumes-Unis. Il y a aussi Vancouver du côté de Canada, et Groenland. Voilà. Ça, c'est les destinations les plus propices pour voir ce magnifique spectacle. Très joli. Voilà. C'est très beau. C'est dommage, on est loin. C'est très beau. C'est un phénomène que nous, on ne peut pas voir d'ici. Du tout, non. C'est pas grave, nous, on n'a pas partie des... oui. Par contre, on a les arcs-en-ciel. On a les arcs-en-ciel, mais qui durent beaucoup moins longtemps. Hein. Pas trop, oui, pas exactement. Trop, voilà. Bah, si on a le temps, on peut parler aussi du Festival des Lanternes. On peut. Oui, bien sûr. Donc c'est un festival qui se produit en Thaïlande. D'ailleurs, on a vu ce phénomène il n'y a pas longtemps, ce samedi, le 16 novembre. Généralement, c'est au mois de novembre qu'on voit ce défilé de lanternes du côté du nord de Thaïlande, toujours au mois de novembre. Donc il y a deux fêtes au même moment. Il y a le Yi Peng, c'est là, on a vu, c'est des lanternes qu'on fait survoler durant la nuit. Donc c'est un très beau spectacle. Il y a aussi le Krathong. C'est toujours un festival du côté de la Thaïlande. Par contre, ce Krathong, c'est des petits radeaux qu'on confectionne à base de troncs de bananier et qu'on décore avec des bougies. Voilà, c'est beau. Extraordinaire. C'est des bougies, également des fleurs, des bâtonnets d'encens qui font flotter dans les fleuves durant la nuit toujours. Ça se passe toujours la nuit. Et ce qui paraît, c'est pour chasser un peu les problèmes, les soucis et l'accueil de la prospérité. C'est ça. Très bien. Une belle tradition. Oui, une belle tradition, très belle tradition chez eux. Voilà. Donc, c'est très très beau. Effectivement. Ah oui, donc la beauté de la lumière. Oui, c'est des lanternes qu'ils font voler dans le ciel. Ah voilà, donc en fait elles sont de plusieurs dimensions. Oui, il y a des petites et il y a des volumineuses aussi. Hein. C'est d'après la confection. Chacun qui est... En fait, en plus, ils arrivent à voler juste avec, la chaleur de la bougie. De la bougie, et ça s'envole. C'est à base de papier de riz. Un petit peu on va dire, le même principe qu'une montgolfière. C'est comme l'hélium, et vous faites voler le... Ça, Vidette, qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est magnifique. C'est beau à voir. Ça a coupé le souffle. Effectivement. Donc voilà, de très belles traditions. Ah oui. Merci beaucoup, Amel. J'espère que tu nous feras découvrir encore d'autres phénomènes et d'autres traditions. Une autre évasion. Inch'Allah, tout aussi belles que ce que tu nous as proposé aujourd'hui. Merci beaucoup, Amel. Vidette, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, donc les dangers des écrans. Ce matin, on a parlé des dangers des écrans sur les tout petits, sur les grands aussi. Donc, on est l'exemple de nos enfants, donc il faut donner l'exemple. Il faut donner l'exemple, Vidette. Et il ne faut pas se mentir, parce que dire aux enfants, oui, ne restez pas sur vos téléphones, alors que nous-mêmes, on le fait. On le fait. Donc, ce n'est pas vraiment évident. Tout à fait. Donc, il faut appliquer la règle des 4 pas. Donc, pas le matin d'écran, les écrans pas le matin, pas au moment des repas, pas au coucher, et aussi, donc, pas au moment de dormir, et pas dans la chambre aussi. Pas dans la chambre. La télé, pas dans la chambre. La télé, pas dans la chambre, ça, je l'ai appliqué, il n'y a pas de souci. Pour le reste, un peu. Merci beaucoup, Vidette. Oui, ça va se faire. Merci beaucoup, Vidette. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Restez toujours sur les programmes de Canal Algérie. Quant à moi, je vous retrouve demain, donc mardi, de 10h30.